Alors, je suis philosophe de formation. J'ai cofondé il y a 13 ans maintenant une petite agence de philosophie qui s'appelle TAE. Alors, j'ai l'habitude de dire petite par la taille, mais grande par l'ambition, puisque la vocation de l'agence, c'est de faire en sorte que la philosophie devienne une ressource pratique, accessible, appliquée aux enjeux des organisations. Et donc, avec mon associé Flora Bernard, c'est vraiment la mission qu'on se donne depuis donc maintenant une douzaine d'années. Et on a la chance d'accompagner, entre autres, alors beaucoup de managers et beaucoup de dirigeants dans leurs fonctions, dans des secteurs d'activité très variés, sur des tailles d'organisation très variées aussi. Et donc c'est tout à fait passionnant de voir que, d'une certaine manière, malgré la diversité des profils et des secteurs, c'est les mêmes problématiques, c'est les mêmes grandes questions qui se posent à chacun et à chacune. Pourquoi le leadership s'est-il imposé comme un enjeu pour les organisations depuis plusieurs années, selon toi? Moi, ce qui m'a interpellée, alors parce que ça interpelle forcément en tant que philosophe, on est très vigilant à tout ce qui peut être un effet de mode. Et donc c'est vrai que ça fait plusieurs années maintenant que cette notion de leadership s'est imposée dans les organisations. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire n'a pas attendu le concept pour que le leadership existe. Et en fait, quand on regarde l'histoire de l'humanité, il y a eu de grands leaders qui ont fait preuve de leadership, alors même qu'il n'y avait pas de modèle de leadership, qu'il n'y avait pas de théorie sur le leadership et que le mot même de leadership n'existait pas. Je pense, alors ça peut être tout à fait contestable, mais je pense à des figures comme Napoléon, qu'on peut qualifier de leader au sens où il avait à la fois une vision et la capacité d'embarquer, parce que grosso modo, c'est un peu les caractéristiques du leader. Et donc, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'est-ce qui fait qu'on s'est mis tant à parler de leadership aujourd'hui, et qu'est-ce qui fait qu'on a eu tellement besoin de le théoriser, de le modéliser, de le transmettre et d'y former. Voilà. Et il me semble que c'est venu de deux crises, à la fois d'une crise de l'autorité traditionnelle et d'une crise du sens, d'une manière générale, mais aussi d'une crise du sens du travail. Voilà, en tout cas une grande remise en question du sens du travail. Et donc c'est vrai que par le passé, alors le leadership traditionnel, d'ailleurs c'est intéressant, on associe leadership aussi à autorité, à la capacité à faire autorité sur des gens. Et donc le leadership traditionnel était un petit peu inscrit dans le patriarcat, quelque chose qui pouvait être très vertical, quelque chose où on ne discute pas, il n'y a pas de place pour le dialogue, il y a quelque chose de l'ordre de la décision qu'on ne conteste pas. Et cette forme d'autorité-là, même cette forme de charisme, ne prend plus aujourd'hui, ou en tout cas moins. Ce qu'on a observé, c'est que il y a plus de volonté de rentrer en dialogue avec les figures d'autorité. Et c'est lié avec le fait qu'il y a aussi une évolution dans le sens du travail. Et dans le sens et dans la place qu'on donne aux organisations dans notre société aujourd'hui. Et donc on attend aussi aujourd'hui du leader qu'il soit vecteur de sens et pas seulement qu'il assure pas seulement une fonction structurante pour le collectif, mais qu'il soit aussi vecteur de sens, et on a besoin de pouvoir rentrer en dialogue avec lui. Donc on vient d'un leadership plutôt descendant, bon là j'apprends rien à personne, qui ne se discutait pas, à un leadership qui a besoin de trouver sa source de légitimité un petit peu ailleurs. Je dis un petit peu parce que je pense qu'on attend toujours des leaders aujourd'hui qu'ils fassent preuve d'autorité au sens bien compris, au sens que Arendt donne à l'autorité, qui est la capacité à structurer le champ d'action des autres, donc à sécuriser à travers un cadre, et à faire grandir à l'intérieur de ce champ. Voilà. Et je pense que quoi qu'on en dise, on attend encore ça des leaders aujourd'hui. La nouveauté, c'est qu'on n'attend plus que ça. Voilà. Et on a eu besoin de se mettre à parler du leadership pour pouvoir raconter qu'est-ce qu'on attend de plus, puisqu'on n'attend plus que cette autorité, et surtout on attend que cette autorité, l'exercice de cette autorité évolue. On attend aussi d'autres choses du leader, et notamment tout un tas de ressources et de compétences autour du sens et de la relation. De quelles compétences ont besoin les leaders aujourd'hui? Alors justement, ça fait le lien avec ce que j'étais en train de te dire. J'ai observé à travers à la fois les formations que je donne, les programmes dans lesquels je m'inscris, parce que j'assure pas la totalité des programmes, mais on est souvent sollicité pour intervenir dans des programmes existants, et donc je vois bien ce qui est transmis aux leaders, attendu d'eux. Moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a beaucoup plus d'attentes sur ce qu'on peut appeler des compétences psychosociales. Donc tout ce qui relève de l'ordre de la connaissance de soi, la connaissance de la psychologie humaine d'une manière générale, et surtout d'une certaine maturité relationnelle. Voilà. On va attendre du leader
une maturité émotionnelle et une maturité relationnelle qu'on attendait moins hier qu'aujourd'hui. Et ça, alors, ça s'apprend en partie. Moi, je suis de celles qui pensent que ça relève à la fois de la sensibilité personnelle, voilà, de l'histoire qu'on a eue, mais c'est aussi des choses auxquelles on peut se former. Voilà, il y a des choses qu'on peut apprendre sur ce versant des compétences psychosociales. Et puis, il y a autre chose qui me semble fondamentale aujourd'hui, qui est une conviction personnelle que j'essaye voilà, de partager le plus possible, notamment à travers une formation qu'on donne, c'est qu'une des responsabilités et une des compétences des leaders aujourd'hui, compte tenu de l'état de notre société et de nos organisations, ça va être d'être en capacité d'identifier et de réduire la violence dans le système. Parce qu'on est à une époque où il y a de plus en plus de violence, symboliques, voilà, subtiles, on appelle ça aussi parfois des violences subtiles. Alors je ne parle même pas de la violence physique qui augmente aussi, mais on a de plus en plus de violence dans nos systèmes et je pense qu'une des compétences du leader, ce sera d'être capable de favoriser les coopérations, qui sont très mises à mal aujourd'hui. On est beaucoup dans des mouvements de repli, des formations de clans, tu vois. Et donc, mais ça, c'est de la violence dans le système. Ça crée de la violence dans le système. Et donc, l'idée, c'est comment le leader, il va être en capacité de reconnaître là où la violence se joue, pourquoi elle se joue et comment, à travers sa posture, comment, à travers ses actions, il va être en capacité de réduire la violence dans le système. Et donc ça veut dire qu'une des compétences majeures du leader à venir, ça va être de pouvoir organiser et traverser la conflictualité. C'est-à-dire vraiment savoir vivre avec le conflit, l'accompagner, parce que, alors on associe souvent le conflit à la violence, mais en réalité on peut tout à fait les distinguer, et là j'ai envie de renvoyer nos auditeurs à toute l'approche de la thérapie sociale de Charles Roggeman, qui distingue bien violence et conflit, et qui explique, c'est passionnant, comment en voulant éviter le conflit, on génère de la violence. Tu peux en dire quelques mots ? Je peux en dire quelques mots. J'ai commencé à me former à cette approche qui inspire énormément nos travaux et puis notre pratique de la philosophie, parce qu'en philosophie, il y a aussi l'idée de la dialectique, donc il y a aussi l'idée de savoir faire, de penser contre, et donc de savoir faire quelque chose du conflit et de l'opposition. Et donc moi j'ai eu envie de transposer ça, ce qu'on vit sur le plan des idées au plan des relations. Qu'est-ce qui se passe comment on arrive à vivre dans l'opposition et à faire quelque chose de l'opposition. Et donc Roggeman explique que la violence, c'est tout ce qui tend à réduire l'autre à un objet, c'est-à-dire à le déshumaniser, à ne plus voir sa dignité et donc à l'utiliser pour remplir nos besoins. Le conflit, il nous maintient dans un rapport d'égalité avec l'autre. C'est-à-dire que oui, il y a de la confrontation, oui, il peut y avoir un peu d'agressivité, oui, c'est coûteux, mais on continue à considérer l'autre comme un humain égal à soi-même, c'est-à-dire qu'on continue à le reconnaître dans ses besoins fondamentaux. Juste, on n'est pas d'accord. Juste, j'allais dire, il y a des choses qu'il fait qui nous fait mal, qui nous heurtent, et on a besoin de le dire, et voilà. Et donc, on va apprendre à vivre ces tensions-là et à en faire quelque chose pour accéder à plus de réel. Parce que ce que Roggeman dit, que je trouve qui est tout à fait pertinent même d'un point de vue philosophique, c'est que évidemment, à soi seul, on ne détient pas la vérité sur le réel, on a besoin du croisement des perceptions. Parfois, ce croisement se fait dans la confrontation. Et il faut juste apprendre à vivre ça. Il faut apprendre à rentrer en conflit, il faut apprendre à vivre le conflit, parce que si on n'apprend pas ça, et qu'on l'évite, on génère de la violence. Voilà. Et donc, c'est parce qu'évidemment, dans le conflit, se disent aussi des besoins qui sont légitimes, sauf que si on évacue le conflit, ces besoins ne peuvent plus s'exprimer, ou en tout cas, ils vont trouver un moyen de s'exprimer qui est de s'exprimer par la violence. Voilà. Et donc ça, je pense que j'observe qu'on a beaucoup de collectifs qui sont exposés à ça aujourd'hui, que ce soit dans des petites équipes, à l'échelle de grosses organisations, et puis il n'y a qu'à regarder ce qui se passe dans notre société. Vraiment cette prolifération de la violence qui vient en partie, pas que, mais qui vient en partie du fait qu'on a peur de la confrontation. Voilà, on a peur de s'opposer, et donc moi je rencontre beaucoup de managers et de dirigeants qui me disent « moi j'ai aucun problème avec le débat, même avec le conflit, j'adore ça », j'en ai même qui me disent « moi j'adore le conflit, je trouve ça super excitant », et là je dis « je pense qu'on ne parle pas de la même chose, parce que le conflit c'est éprouvant, je ne parle pas juste du débat d'idées moi, je ne parle pas juste du désaccord intellectuel. Je parle de quelque chose qui commence à nous activer émotionnellement, il y a une charge affective dans le conflit qu'il n'y a pas dans le simple désaccord intellectuel, voilà. Sauf qu'on ne nous apprend jamais à faire ça.
On ne nous apprend jamais à bien vivre ça. Tu vois? Et donc, vraiment, j'ai une conviction de plus en plus forte qu'on ne pourra pas avoir un leadership sain demain si on n'a pas des leaders qui connaissent leurs peurs, qui connaissent les violences qui ont pu s'exercer sur eux et les violences qui s'exercent dans leurs équipes et qui connaissent aussi la violence qu'ils sont capables d'exercer. Et donc, voilà, vraiment, je sens que là, il y a une direction très importante, un cap très important à explorer pour le 21e siècle. Tu sens que les leaders que tu côtoies sont prêts à faire ce peut-être travail introspectif, j'ai envie de dire, mais pas que? Plus ou moins. Alors, tu as raison, c'est quand même beaucoup un travail introspectif. En tout cas, ça part de là. Il y a vraiment... c'est un prérequis. Ça dépend des personnalités. Mais tu vois, ta question me renvoie au fait que je suis assez surprise globalement de la pauvreté des formations qui sont proposées à nos leaders aujourd'hui. Alors je veux pas, comment dire, c'est pas à charge contre les responsables de formation parce que je sais que ça vient aussi des leaders qui peuvent avoir tendance à estimer qu'ils n'ont plus rien à apprendre. Voilà. L'agenda surchargé aidant, parce que c'est aussi l'autre bonne excuse, c'est qu'ils n'ont pas le temps et que tu comprends, ils ont des choses très stratégiques à s'occuper, ils n'ont pas le temps de se former, et ils se connaissent bien, ils ont quand même l'âge qu'ils ont et ils ont bien vécu, donc ils se connaissent, tu n'as rien à leur apprendre sur eux, évidemment. Et donc en fait c'est intéressant parce que ça aussi, ça nous demande de revoir le leadership. C'est-à-dire que être leader, c'est pas tout savoir, surtout, c'est pas avoir déjà tout compris. C'est justement avoir aussi cette humilité d'être dans la connaissance de soi perpétuelle, d'avoir cette disposition un peu socratique. Hein. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà. Et donc, comment en tant que leader, on se rend disponible aussi pour apprendre, continuer d'apprendre sur soi. Et donc là, je dirais, pour répondre à ta question, que ça dépend des personnalités, ça dépend des cultures d'organisation aussi. Cette disposition des leaders à travailler sur eux, ça dépend quand même beaucoup aussi de la culture de l'organisation. Mais ça reste une population qui n'est pas simple à mobiliser sur ces sujets-là. Alors justement, à quoi les leaders doivent-ils être vigilants aujourd'hui, selon toi? Alors, je pense qu'il y a cet équilibre qui est pas évident à trouver entre ce qu'on attendait du leader hier et ce qu'on attend du leader aujourd'hui. Moi, je dis souvent en boutade aux managers et aux dirigeants que je rencontre que j'ai bien conscience qu'on attend d'eux, j'ai presque le sentiment qu'on attend d'eux que ce soit des êtres humains parfaits. C'est-à-dire quand je lis la fiche de poste des managers ou des dirigeants aujourd'hui, de ce dont ils doivent pouvoir faire preuve et des responsabilités, parce que la vigilance c'est la responsabilité, je me rends compte que vraiment quand je lis ce qui est attendu d'eux, les modèles de leadership par exemple, je me dis, pour moi ce serait une source de pression incroyable. C'est-à-dire ils doivent être capables de faire preuve de tout et de son contraire, quoi. Tu vois. Et donc je pense que l'une des premières vigilances, c'est à renoncer à être parfait. Voilà, il y a vraiment, parce que peut-être que c'est ce que le système induit, c'est-à-dire tu ne sais pas à la fois rendre autonome et prendre la responsabilité pour tes équipes, lâcher prise et sécuriser. Enfin, tu vois, je ne ferai pas là la liste des injonctions paradoxales qui pèsent sur le dirigeant ou le manager, mais enfin voilà. Et donc, moi, il y aurait d'abord cette vigilance à vraiment bien redessiner son périmètre de responsabilité, ni plus ni moins. Et aussi vraiment ne pas se laisser embarquer dans cette espèce de course illusoire à la perfection et de se dire que, alors un peu comme Winnicott pouvait le dire de la mère, Winnicott qui a écrit ce livre sur la mère suffisamment bonne, voilà. Quand on veut être une mère parfaite, et ben, c'est catastrophique pour l'enfant. Eh bien, je pense qu'en tant que leader, il y a le même écueil possible. C'est-à-dire qu'en tant que leader, il faut être vigilant à être le leader suffisamment bon, mais pas le leader parfait, ou la leader parfaite. Parce que quand on commence à s'embrancher là-dedans, on se fait beaucoup violence, c'est-à-dire à mon avis, on se fait beaucoup de mal et on fait beaucoup de mal à ses équipes. Tu expliques que notre société souffre d'un manque de cause commune. Les organisations et leurs leaders ont-elles un rôle à jouer ? Alors c'est vrai que ça aussi c'est quelque chose qui m'interpelle, qui est en lien avec, je pense, la tendance à l'individualisme dont on fait tous et toutes le constat.
Mais j'observe aussi que dans les organisations que j'accompagne, souvent, une des souffrances, c'est que ça manque de coopération. Alors ça, c'est le grand truc. On veut travailler en transversalité, mais en fait on est en silo, voilà, on ne coopère pas suffisamment au sein de l'équipe, ou les maisons entre elles ne coopèrent pas suffisamment. Voilà. Et donc il y a vraiment ce sujet-là qui se pose au niveau de l'organisation, mais qui est une caisse de résonance de ce qui se passe dans nos sociétés. On n'a plus de destin commun. Alors on essaye des nouveaux récits pour se dire mais si, regardez, on va tous faire face à la même crise écologique. Mais on voit bien que c'est comme si vraiment on manquait de liant. Alors c'est pas faute d'avoir des moyens de communication. Alors moi c'est ça qui me fascine, c'est que je pense qu'on est à un moment de l'histoire de l'humanité où on n'a jamais eu autant de moyens de communication et où peut-être on n'est jamais aussi mal reliés. Ça, c'est vraiment étonnant, tu vois. Et ça fait que, en plus, avec l'effet de la mondialisation qui a eu tendance à atomiser tout le monde, c'est-à-dire qu'évidemment, depuis chez toi, tu penses que tu peux être connecté à tout, mais c'est depuis chez toi, voilà. Et donc, c'est vraiment ton champ existentiel est extrêmement réduit au final. Il y a l'illusion d'un champ très très vaste, mais en réalité, ton champ existentiel est extrêmement réduit. Et donc, c'est vrai que j'observe que, voilà, on se sent plus pris dans une aventure collective. C'est comme aussi parce qu'on a le sentiment que tout nous dépasse un peu trop. Donc je pense que cette absence ou cet appauvrissement des causes communes, tu vois, et cette absence d'horizon commun vient sans doute aussi du sentiment d'impuissance qu'on a beaucoup aujourd'hui. Et je pense que vraiment les leaders peuvent jouer ce rôle de recréer du lien, de proposer de réécrire des histoires, voilà, de réécrire des projets, des histoires, de se redonner un horizon désirable. Et voilà, mais c'est intéressant parce qu'en fait, je pense que ça demande aux leaders de s'interroger sur le désirable, justement. Et je relisais récemment Simone Veil, la philosophe, qui a écrit un livre absolument passionnant qui s'appelle L'enracinement. Et dans cet ouvrage, c'est incroyable parce que moi j'arrête pas de dire à mes clients, enfin vous savez quand on étudie la philosophie, on réalise que ça fait 2500 ans que tout a été dit, voilà. Donc c'est à la fois très réjouissant et très déprimant parce qu'on se dit que l'humanité n'a vraiment rien appris de son patrimoine, voilà, et de tous ses penseurs. Et Simone Veil dit que l'enracinement est un besoin fondamental de l'âme et qu'on s'enracine en participant au monde, en participant à la société dans laquelle on est. Et donc moi ce que j'observe c'est qu'il y a vraiment de moins en moins de participation à du commun et donc il y a aussi de plus en plus un sentiment de déracinement, c'est-à-dire de se dire mais en fait j'appartiens à quoi exactement, j'appartiens à quelle histoire, j'appartiens à quel collectif, je contribue à quoi en fait au fond moi, au bout du compte je contribue à quoi et donc qui je suis. Parce que Veil fait le lien entre l'individuation, l'identité et la participation au collectif, au commun, tu vois. Et donc je trouve que vraiment c'est très d'actualité de se dire en fait on a besoin de se redonner un destin commun parce qu'on a besoin d'enracinement, c'est la même chose. Et qu'en travaillant sur l'un, on va nourrir l'autre et vice-versa. Et donc je pense qu'il y a peut-être un enjeu pour les leaders d'arriver à réenraciner le collectif, tu vois, c'est-à-dire à le réinscrire dans une histoire et à reprendre la plume et dire ok, le prochain chapitre, c'est quoi? Voilà, c'est quoi et comment on fait en sorte que chacun puisse contribuer à l'écriture de cette histoire. Et comme on n'a pas ça, on a beaucoup de quant à soi et puis on a une manière, je trouve, tu vois, très superficielle de nourrir nos besoins. Voilà, et donc je parlais en introduction de crise de l'autorité et de crise du sens. Je pense qu'on a une troisième crise qui est un peu en cours, c'est la crise du lien. Et donc il y a voilà, aussi le leader comme artisan du lien, tu vois. Et il doit faire beaucoup de choses ce leader. Il doit encore faire beaucoup de choses ce leader, c'est tout à fait. Mais tu vois, pour moi il y a vraiment il y a vraiment pas de quoi se décourager parce que en fait c'est toujours pareil. Oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais au fond ce qui est important c'est de le faire tel qu'on est. Et juste, si je puis dire, le faire de son mieux. Pas plus, pas moins, voilà. Et donc, parce que je pense qu'au fond,
alors c'est à la fois mon expérience et ma conviction, je pense que ce qui touche les gens, c'est la sincérité. C'est l'authenticité. Donc quand on joue à être le leader qu'on n'est pas, c'est catastrophique. Voilà. Et donc c'est pour ça que je parlais de la perfection tout à l'heure, parce que évidemment, être soi-même, être authentique, c'est tout sauf être parfait. Parce qu'un être humain, c'est pas parfait. Enfin, la perfection, c'est une vue de l'esprit. Voilà. Donc quand on réaccepte d'être profondément dans son humanité, ben, en fait on touche les autres. Parce que vraiment, on se dit, on peut se relier en humanité, justement. Et donc oui, il y a beaucoup de choses qui reposent sur le leader. Et en même temps, la seule chose, sa seule mission, j'allais dire, c'est d'être profondément lui-même. Alors, au sens, ne pas se contenter non plus d'être lui-même, au sens où si on a le sentiment en tant que leader qu'on a des marges de progression, et qu'on doit se former, mais formons-nous. Je ne sais pas moi qui vais décourager les leaders de se former. Donc, remplacer la perfection par la perfectibilité. J'ai envie, oui, je sais que mon humanité, c'est quelque chose que je peux continuer à polir toute ma vie. Voilà. Mais donc, c'est vraiment l'idée de faire ce que j'ai à faire en étant profondément moi-même et de tout mon cœur. Voilà, alors je prononce le mot qui est cher à HLU parce que voilà, je sais que le cœur est au cœur de votre vision du leadership, mais vraiment, ça, j'ai regardé, en fait, en préparant notre rencontre, je me suis demandé quels étaient les leaders qui m'avaient le plus inspiré et touché. Et en fait, en posant quelques noms, je me suis rendu compte que c'était des gens qui étaient vraiment enracinés, pour le coup, dans le cœur. Et enfin, selon toi, quels pourraient être les 2 ou 3 mots-clés qu'un leader doit retenir pour naviguer dans notre société malgré les tempêtes? C'est pas facile comme exercice parce qu'évidemment, on a envie de laisser plein de comment dire, d'axes à travailler. Écoute, je pense qu'il y a d'abord connaissance de soi. Ça me semble fondamental. Ça me semble fondamental et c'est souvent ce qui est malheureusement écarté. Connaissance de soi, authenticité, et puis courage quand même. Courage, alors là on retrouve la notion de cœur, hein, puisque c'est la même étymologie latine, hein, courage et cœur. Enfin, le cœur est dans l'étymologie du courage. Oui, je dirais ça, connaissance de soi. Je ne sais même plus ce que j'ai dit en second. Authenticité. Authenticité, merci. L'un appelant l'autre, hein. Je pense que quand on se connaît bien soi-même, on est plus à même de faire preuve d'authenticité. Et courage, ça je pense qu'il ne faut pas se mentir. Quand on est, un leader ou une leader, il y a des décisions, beaucoup peut-être, qui nous demandent du courage pour être alignés. Voilà.